L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un policier a arrêté un véhicule suspect, mais il est devenu désespéré en regardant à travers les fenêtres. Trop tard. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans les rues pavées de Montmartre, un jeune homme de 17 ans nommé Michel Lefort marchait d'un pas déterminé. Ses yeux bleus brillaient d'une détermination féroce alors qu'il se dirigeait vers la maison familiale, une modeste demeure au volet bleu délavé. Michel poussa la porte d'entrée, le cœur battant. « Papa! Maman! J'ai une nouvelle incroyable !» cria-t-il en entrant dans le salon. Son père, Antoine Lefort, un homme imposant aux cheveux grisonnants, leva les yeux de son journal. Malgré sa retraite récente de la police, il gardait toujours cette aura d'autorité qui avait fait de lui l'un des officiers les plus respectés de Paris. « Qu'y a-t-il, mon fils » demanda Antoine, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Michel prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement d'excitation. « J'ai été accepté à l'académie de police. Je vais suivre vos pas, papa. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. La mère de Michel, Élise, laissa échapper un petit cri de surprise, ses mains couvrant sa bouche. Antoine, lui, resta immobile, son visage ne trahissant aucune émotion. « Michel » commença Antoine, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Es-tu sûr de vouloir emprunter cette voie ? La vie d'un policier n'est pas facile. J'ai vu des choses que je ne souhaiterais à personne de voir. » Michel s'agenouilla devant son père, prenant ses mains rugueuses dans les siennes. « Papa, j'ai grandi en vous admirant. Votre courage, votre intégrité. Je veux faire une différence, comme vous l'avez fait. » Antoine fixa son fils, cherchant dans ses yeux une quelconque trace de doute. N'en trouvant aucune, il laissa enfin un sourire étirer ses lèvres. « Alors, mon fils, je suis fier de toi. Mais promets-moi une chose, n'oublie jamais pourquoi tu as choisi ce chemin. » La joie éclata dans la maison des Lefort. Élise prépara un festin pour célébrer, et la soirée fut remplie de rires et de projets d'avenir. Michel ne pouvait s'empêcher de sourire, imaginant déjà son futur en uniforme. Mais le destin avait d'autres plans. Tard dans la nuit, alors que Michel dormait profondément, épuisé par les émotions de la journée, un cri déchirant le réveilla en sursaut. « Antoine! Antoine, réveille-toi !» La voix paniquée d'Élise résonnait dans toute la maison. Michel se précipita dans la chambre de ses parents, le cœur battant à tout rompre. La scène qui l'accueillit le glaça d'effroi. Son père gisait sur le lit, le visage pâle et couvert de sueur, sa respiration laborieuse et sifflante. « Michel, appelle une ambulance !» cria Élise, tentant désespérément de réveiller son mari. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Les sirènes de l'ambulance déchirèrent le silence de la nuit parisienne. Les ambulanciers se précipitèrent dans la maison, leurs gestes rapides et précis contrastant avec le chaos émotionnel qui régnait. Mais malgré tous leurs efforts, il était trop tard. Antoine Lefort, le policier respecté, le père aimant, s'éteignit cette nuit-là, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Michel se tenait debout, immobile, regardant le corps sans vie de son père être emmené. La joie de quelques heures plus tôt s'était transformée en un chagrin indescriptible. Son rêve, qui semblait si brillant et prometteur, venait de prendre une toute autre signification. Alors que l'aube se levait sur Paris, Michel faisait une promesse silencieuse à son père. Il deviendrait non seulement policier, mais il serait le meilleur policier que la ville ait jamais connu. Il honorerait la mémoire de son père à travers chacune de ses actions. Peu importaient les obstacles, peu importaient les défis. Michel Lefort était déterminé à réaliser son rêve, non plus seulement pour lui-même, mais pour l'homme qui l'avait inspiré toute sa vie. Le chemin serait long et difficile, mais Michel était prêt à l'affronter, porté par l'amour et le respect qu'il portait à son père. L'académie de police n'était que le début d'un voyage qui allait changer sa vie à jamais. Les mois qui suivirent la mort d'Antoine Lefort furent les plus sombres que Michel ait jamais connus. Les couloirs de l'académie de police, autrefois symbole de ses rêves, lui semblaient maintenant froids et impersonnels. Chaque jour était une lutte pour se lever, pour continuer, pour respirer. C'est dans ces moments de profond désespoir que Marie Dubois entra dans sa vie. Étudiante en droit à la Sorbonne, Marie était une jeune femme au caractère bien trempé,
aux yeux verts perçants et à la chevelure rousse flamboyante. Elle rencontra Michel lors d'une conférence sur la criminalité urbaine, où il assistait dans le cadre de sa formation. « Excusez-moi, dit-elle, s'approchant de lui après la présentation. Vous êtes Michel Lefort, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de votre père. C'était un grand homme. » Michel se raidit, prêt à recevoir les habituelles condoléances polies. Mais Marie le surprit. « Il doit vous manquer terriblement, continua-t-elle, ses yeux reflétant une compassion sincère. Comment gérez-vous la pression de suivre ses pas? » Pris au dépourvu par sa franchise, Michel sentit ses défenses s'effondrer. Je ne sais pas si j'y arriverai, admit-il, les mots s'échappant de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Marie hocha la tête, compréhensive. Vous savez, mon grand-père disait toujours, ce n'est pas en suivant les traces des autres qu'on laisse sa propre empreinte. Peut-être que votre chemin sera différent de celui de votre père, mais tout aussi important. Ces mots touchèrent Michel plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des mois, il sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. Au fil des semaines, Michel et Marie se rapprochèrent. Leur conversation passionnée sur la justice, le devoir et l'éthique ranimèrent la flamme que Michel croyait éteinte. Marie devint son roc, son phare dans la tempête. Un soir pluvieux d'automne, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Michel s'arrêta brusquement. « Marie, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Je ne sais pas où j'en serais sans toi. Tu m'as sauvé de moi-même. » Marie le regarda, ses yeux brillants d'une émotion intense. « Michel, tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste été là pour te rappeler ta force. » Leurs lèvres se rencontrèrent sous la pluie parisienne, scellant un amour né dans l'adversité. Mais la vie n'allait pas leur faciliter les choses. Alors que Michel progressait dans sa formation, les longues heures et le stress commencèrent à peser sur leur relation. Marie, absorbée par ses études de droit, avait ses propres défis à relever. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, une dispute éclata. « Tu n'es jamais là, Michel » cria Marie, des larmes de frustration dans les yeux. « Je comprends que ton travail est important, mais ai-je encore une place dans ta vie ?» Michel, épuisé et irritable, répliqua sèchement, « Tu savais dans quoi tu t'engageais en sortant avec un futur policier. Je ne peux pas tout laisser tomber pour toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie, blessée, quitta l'appartement en claquant la porte, laissant Michel seul avec ses regrets. Les jours qui suivirent furent un tourment pour Michel. Il réalisa à quel point Marie était devenue essentielle à sa vie, à quel point son amour l'avait transformé. Avec une détermination renouvelée, il décida de se battre pour leur relation. Un soir, il se présenta à la bibliothèque de droit où Marie étudiait art. Portant l'uniforme de l'académie de police, il s'agenouilla devant elle, ignorant les regards curieux des autres étudiants. « Marie, dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Je suis désolé. J'ai été aveugle et égoïste. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis la mort de mon père. Je t'aime, et je promets de faire mieux, d'être meilleur. Pour nous. » Marie, les larmes aux yeux, regarda l'homme qu'elle aimait. « Oh, Michel, murmura-t-elle. Je t'aime aussi. Nous traverserons cela ensemble. » Leur baiser de réconciliation fut accueilli par les applaudissements discrets des étudiants autour d'eux, créant un moment de pure magie dans la solennité de la bibliothèque. Les années passèrent, et leur amour ne fit que se renforcer. Michel obtint son diplôme de l'académie de police avec les honneurs, tandis que Marie devenait une avocate respectée. Ils se marièrent dans une petite chapelle de Montmartre, entourés de leurs proches. Leur bonheur atteignit son apogée avec la naissance de leur fils, Étienne. Le jour où Michel tint son fils dans ses bras pour la première fois, il sentit une vague d'amour et de responsabilité l'envahir. « Papa serait si fier de toi, » murmura Élise, la mère de Michel, en regardant son fils et son petit-fils. Le docteur Durand examina Étienne minutieusement, posant des questions que personne n'avait pensé à poser auparavant. Après plusieurs heures, il convoqua les parents dans son bureau. « Votre fils souffre d'une maladie extrêmement rare, expliqua-t-il. C'est une forme de dysfonctionnement métabolique qui affecte principalement le système nerveux. C'est la raison pour laquelle les tests standards n'ont rien révélé. » Marie porta une main à sa bouche, retenant un sanglot. « Est-ce curable ?» Le docteur Durand prit une profonde inspiration. « Il existe un traitement expérimental. Il a montré des résultats prometteurs, mais... » « Mais quoi ?»
demanda Michel, le cœur battant. C'est un traitement long et coûteux. Il nécessiterait qu'Étienne reste ici, en Australie, pendant au moins 1 an. Et je dois être honnête, le coût est considérable. Michel sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Comment pourrait-il financer un tel traitement? Comment pourrait-il rester en Australie pendant si longtemps? Mais en regardant par la fenêtre du bureau, où il pouvait voir Étienne jouer faiblement avec un jouet, Michel sut qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver son fils. Nous trouverons un moyen, dit-il fermement, serrant la main de Marie. Peu importe le coût, peu importe les sacrifices. Nous sauverons notre fils. Alors qu'ils quittaient le cabinet du docteur Durand, Michel et Marie savaient que leur plus grand défi les attendait. Mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble, pour l'amour de leur petit Étienne. De retour à Paris, Michel Lefort se trouvait face à un dilemme insurmontable. Le traitement d'Étienne en Australie coûterait une fortune, bien au-delà de ce qu'un simple officier de police pouvait espérer gagner. Les nuits devenaient de plus en plus longues, remplies de calculs impossibles et de plans désespérés. Un matin pluvieux, alors que Michel se rendait au commissariat, une voix familière l'interpella depuis une ruelle sombre. « Eh, Lefort. T'as pas l'air en forme, mon vieux. » Michel se retourna pour voir Jacques Marceau, un collègue connu pour ses méthodes peu orthodoxes et ses connexions douteuses. Jacques s'approcha, un sourire en coin sur son visage mal rasé. « J'ai entendu parler de ton gamin, murmura Jacques. C'est vraiment pas de bol. » Michel se raidit. « Merci pour ta sympathie, Jacques. Mais je dois y aller. » Jacques posa une main sur l'épaule de Michel, l'arrêtant net. « Attends, mon pote. Et si je te disais que je pouvais t'aider ?» Le cœur de Michel manqua un battement. « M'aider? Comment ?» Jacques regarda autour d'eux avant de chuchoter. « J'ai des amis. Des gars qui ont besoin de certains services. Rien de trop grave, tu vois? Juste fermer les yeux au bon moment, laisser passer quelques infos. En échange, il pourrait être très généreux. » Michel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il savait exactement ce que Jacques proposait, de la corruption, pure et simple. « Jacques, commença Michel, la voix tremblante de colère contenue, tu me demandes de trahir mon serment. » Jacques haussa les épaules. « Je te propose une solution à ton problème, c'est tout. Pense à ton fils, Michel. Que vaut plus, ton intégrité ou sa vie ?» Ces mots frappèrent Michel comme un coup de poing. L'image d'Étienne, pâle et souffrant dans son lit d'hôpital, lui revint en mémoire. Pendant un bref instant, il considéra l'offre de Jacques. L'argent facile, la possibilité de sauver son fils. Mais aussi vite que cette pensée était venue, elle disparut, remplacée par la voix de son père résonnant dans sa mémoire, l'intégrité, Michel, c'est tout ce qu'un homme possède vraiment. Michel prit une profonde inspiration et regarda Jacques droit dans les yeux. Non, Jacques. Je ne peux pas faire ça. Je trouverai un autre moyen. Jacques ricana. Tu es un idiot, Lefort. Un idiot noble, mais un idiot quand même. Tu le regretteras. Alors que Jacques s'éloignait, Michel resta immobile sous la pluie, le cœur lourd mais déterminé. Il savait qu'il avait fait le bon choix, mais cela ne rendait pas la situation moins difficile. Cette nuit-là, incapable de dormir, Michel confessa à Marie la proposition de Jacques. « Oh, Michel, murmura Marie, les larmes aux yeux. Tu as fait le bon choix. Nous trouverons un autre moyen, je te le promets. » Mais les jours passaient, et aucune solution ne se présentait. Michel commença à remarquer des choses étranges au commissariat, des dossiers qui disparaissaient, des arrestations mystérieusement annulées. Il réalisa que la corruption était plus répandue qu'il ne l'avait imaginé. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Michel surprit une conversation entre Jacques et un homme qu'il ne connaissait pas. Il parlait d'une importante livraison de drogue prévue pour la semaine suivante. Michel fut confronté à un nouveau dilemme. Devait-il signaler ce qu'il avait entendu, au risque de s'attirer les foudres de collègues corrompus? Ou devait-il fermer les yeux, sachant que cela pourrait potentiellement sauver son fils? Après une nuit d'insomnie et de réflexion intense, Michel prit sa décision. Il allait non seulement signaler la livraison, mais aussi monter une opération pour démanteler tout le réseau de corruption au sein de la police. C'est dangereux, Michel l'avertit son supérieur, le commissaire Dubois, lorsqu'il lui exposa son plan. Tu te rends compte que tu pourrais mettre ta carrière, voire ta vie en danger?
Michel hocha gravement la tête. Je sais, monsieur. Mais c'est la seule chose à faire. Pour mon fils, pour mon père, pour moi-même. L'opération fut minutieusement planifiée. Pendant des semaines, Michel joua un double jeu, feignant d'accepter les propositions de Jacques tout en collectant des preuves. Chaque jour était une épreuve, chaque mensonge un coup à son intégrité, mais il tenait bon, porté par l'amour de sa famille et son sens du devoir. Finalement, le jour J arriva. Dans une scène digne des plus grands films policiers, Michel et une équipe d'agents intègres lancèrent un raid simultané sur plusieurs points de la ville. Jacques et ses complices furent arrêtés, pris en flagrant délit. Alors que Jacques était menotté et emmené, il lança un regard plein de haine à Michel. « Tu as peut-être gagné aujourd'hui, le fort, mais à quel prix? Ton fils va-t-il te remercier quand il apprendra que tu as choisi ton travail plutôt que sa vie ?» Ces mots frappèrent Michel comme un coup de poignard, mais il resta droit et fier. Il savait qu'il avait fait le bon choix, même si le chemin à venir restait incertain. Ce soir-là, rentrant chez lui épuisé mais soulagé, Michel fut accueilli par les bras de Marie et le sourire faible mais présent d'Étienne. Et pour la première fois depuis des mois, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être que l'intégrité et l'amour pourraient vraiment triompher, après tout. Les semaines qui suivirent l'opération anticorruption furent un tourbillon d'enquêtes, de paperasserie et de nuits blanches pour Michel Lefort. Malgré la satisfaction d'avoir fait ce qui était juste, l'état de santé d'Étienne continuait de se détériorer, et le temps pressait. Un soir d'automne particulièrement sombre, Michel patrouillait seul dans les rues de Paris. La pluie fine qui tombait semblait refléter son humeur morose. Soudain, son attention fut attirée par une voiture de luxe qui zigzaguait dangereusement sur les Champs-Élysées. Poste central, ici l'agent Lefort annonça Michel dans sa radio. Je poursuis un véhicule suspect sur les Champs-Élysées, direction place de la Concorde. Le cœur battant, Michel activa ses gyrophares et sa sirène. La voiture ne semblait pas réagir, continuant sa course erratique. Alors qu'ils approchaient de la place de la Concorde, Michel vit avec horreur que le véhicule se dirigeait droit vers l'obélisque. Dans un élan désespéré, Michel accéléra, dépassant la voiture et se plaçant en travers de sa trajectoire. Le choc fut violent, mais réussit à arrêter le véhicule avant qu'il ne s'écrase. Ignorant la douleur lancinante dans son épaule, Michel se précipita vers la voiture accidentée. À l'intérieur, un homme âgé était affalé sur le volant, inconscient. « Monsieur. Monsieur, vous m'entendez » cria Michel, essayant d'ouvrir la portière bloquée. Après quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, l'homme bougea faiblement. Michel réussit enfin à ouvrir la portière et à extraire le conducteur. « Que s'est-il passé » murmura l'homme, ses yeux bleus délavés scrutant confusément les alentours. « Vous avez eu un accident, monsieur, expliqua Michel doucement. Ne vous inquiétez pas, les secours arrivent. Comment vous sentez-vous ? L'homme porta une main tremblante à son front. Je ne sais pas. J'ai oublié de prendre mon insuline, je crois. Je suis diabétique, voyez-vous. Michel hocha la tête, comprenant soudain la situation. Je vois. Restez calme, je vais vous aider. Alors que les sirènes des ambulances se faisaient entendre au loin, Michel commença à discuter avec l'homme pour le garder conscient. Je m'appelle Léon, dit l'homme. Léon Beaumont. Et vous êtes ? Michel Lefort, monsieur Beaumont. Je suis officier de police. Léon eut un faible sourire. Un officier de police, comme c'est ironique. J'allais justement voir mon fils en Australie. Il est médecin là-bas, vous savez. Le cœur de Michel manqua un battement. L'Australie ? Un fils médecin ? Était-ce possible que... Votre fils, commença Michel, la voix tremblante, il ne s'appellerait pas Samuel par hasard ? Les yeux de Léon s'écarquillèrent de surprise. Oui, c'est exact. Comment le savez-vous ? Avant que Michel ne puisse répondre, les ambulanciers arrivèrent et prirent Léon en charge. Michel les suivit à l'hôpital, son esprit tourbillonnant de possibilités et d'espoir. Une fois Léon stabilisé et ses analyses de sang effectuées, Michel put enfin lui parler en privé. Il lui raconta toute l'histoire, Étienne, sa maladie rare, leur consultation avec le docteur Samuel durant en Australie, et leur impossibilité financière de suivre le traitement. Léon écouta attentivement, les larmes aux yeux. « Michel, dit-il finalement, sa voix chargée d'émotion, vous avez sauvé ma vie ce soir. Sans votre intervention,
je ne serais probablement plus là. Et maintenant, vous me dites que mon fils pourrait sauver la vie de votre enfant. Michel acquiesça, n'osant pas espérer. Monsieur Beaumont, je ne vous demande rien. Je voulais juste que vous sachiez. Léon leva une main pour l'interrompre. Non, Michel. C'est le destin qui nous a réunis ce soir. Je suis un homme fortuné, vous savez. J'allais en Australie pour convaincre Samuel de revenir en France, de reprendre l'entreprise familiale. Mais peut-être que c'est pour une raison bien plus importante que je devais faire ce voyage. Le cœur de Michel battait si fort qu'il avait l'impression que tout l'hôpital pouvait l'entendre. Que voulez-vous dire, monsieur Beaumont? Léon prit la main de Michel dans la sienne. Je veux dire, mon garçon, que dès que je serai sorti d'ici, nous allons prendre le premier avion pour l'Australie. Vous, votre fils, votre femme, et moi. Et nous allons faire en sorte que le petit Étienne reçoive le meilleur traitement possible. Michel sentit les larmes couler sur ses joues. Monsieur Beaumont, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, sourit Léon. Parfois, la vie nous réserve des surprises extraordinaires. Ce soir, vous avez sauvé ma vie. Maintenant, laissez-moi vous aider à sauver celle de votre fils. Alors que l'aube se levait sur Paris, Michel quitta l'hôpital, le cœur gonflé d'un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Il savait que le chemin serait encore long et difficile, mais pour la première fois, il voyait une lumière au bout du tunnel. En rentrant chez lui pour annoncer la nouvelle à Marie, Michel ne put s'empêcher de penser que parfois, dans les moments les plus sombres, le destin pouvait vraiment nous réserver des miracles inattendus. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité en ce matin d'hiver. Au milieu de la foule, la famille Lefort et Léon Beaumont attendaient leur vol pour Sydney. Étienne, palmé excité, était assis dans un fauteuil roulant, ses parents à ses côtés. « Tu es prêt pour la grande aventure, mon champion ?» demanda Michel, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. Étienne hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, papa. On va voir les kangourous ?» Marie rit doucement, échangeant un regard ému avec son mari. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et de préparatifs. Grâce à la générosité de Léon, ils avaient pu organiser le voyage et le traitement d'Étienne en un temps record. Mesdames et messieurs, l'embarquement pour le vol AF302 à destination de Sydney va commencer, annonça une voix dans les haut-parleurs. Léon se leva, s'appuyant légèrement sur sa canne. C'est l'heure, mes amis. Une nouvelle vie nous attend. Le vol fut long et éprouvant, surtout pour le petit Étienne. Mais l'excitation de l'aventure et l'espoir d'une guérison possible semblaient lui donner des forces nouvelles. Michel et Marie veillèrent sur lui tour à tour, tandis que Léon racontait des histoires de ses voyages passés pour distraire tout le monde. Lorsqu'ils atterrirent enfin à Sydney, le docteur Samuel Durand les attendait à l'aéroport. La ressemblance avec son père était frappante, et son sourire chaleureux mit immédiatement la famille à l'aise. Bienvenue en Australie, les accueillit-il. Papa, je suis si heureux de te voir. Léon étreignit son fils avec émotion. Samuel, mon garçon. J'ai tant de choses à te raconter. Pendant le trajet vers l'hôpital, Samuel expliqua le programme de traitement qu'il avait prévu pour Étienne. Ce ne sera pas facile, prévint-il, mais j'ai bon espoir. Étienne est jeune et fort, et nous avons fait d'énormes progrès dans la compréhension de sa maladie ces derniers mois. Les semaines qui suivirent furent intenses. Étienne commença un traitement expérimental combinant thérapie génique et médecine régénérative. Chaque jour apportait son lot de défis et de petites victoires. Michel et Marie se relayaient au chevet de leur fils, soutenus par Léon qui s'était pris d'une véritable affection pour la famille. Un matin, alors qu'Étienne dormait après une séance de traitement particulièrement difficile, Michel trouva Marie en larmes dans le couloir de l'hôpital. « Marie, mon amour, murmura-t-il en la prenant dans ses bras. Qu'y a-t-il ? Elle leva vers lui des yeux rougis. J'ai peur, Michel. Et si ça ne marchait pas ? Si on avait fait tout ça pour rien ? Michel prit le visage de sa femme entre ses mains. Écoute-moi bien, Marie Lefort. Notre fils est la personne la plus courageuse que je connaisse. Il se bat chaque jour, et nous nous battons avec lui. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Michel a raison, intervint la voix de Léon qui s'était approché sans bruit. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais une famille aussi unie et déterminée que la vôtre. Étienne va s'en sortir, j'en suis convaincu. Leurs paroles semblèrent insuffler un nouveau courage à Marie.
Elle essuya ses larmes et hocha la tête avec détermination. Les mois passèrent, ponctués de hauts et de bas. Étienne avait des jours où il semblait presque guéri, riant et jouant comme n'importe quel enfant de son âge. D'autres jours, la maladie semblait reprendre le dessus, le laissant faible et souffrant. Mais petit à petit, les bons jours devinrent plus fréquents que les mauvais. Les résultats des tests montraient une amélioration constante de son état. Samuel était prudemment optimiste, mais Michel et Marie n'osaient pas encore y croire totalement. Ce fut par une belle journée de printemps, presque un an après leur arrivée en Australie, que Samuel convoqua toute la famille dans son bureau. « J'ai d'excellentes nouvelles » annonça-t-il, un large sourire aux lèvres. Les derniers tests d'Étienne sont revenus. La maladie est en rémission complète. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce, rapidement brisé par les sanglots de joie de Marie. Michel serra son fils contre lui, incapable de parler tant l'émotion l'étreignait. Léon, les larmes aux yeux, posa une main sur l'épaule de son fils, exprimant sans mots sa fierté. « Ça veut dire que je suis guéri ?» demanda Étienne, ses grands yeux bleus passant de ses parents au médecin. Samuel s'agenouilla devant lui. « Oui, mon grand. Tu es guéri. Tu vas pouvoir rentrer à la maison et vivre une vie normale. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs pour le retour en France. Mais avant de partir, la famille Lefort tint à remercier tous ceux qui les avaient aidés pendant cette année difficile. Lors de leur dernière soirée en Australie, Léon les invita tous dans la maison qu'il avait louée près de la plage. Sous le ciel étoilé de l'hémisphère sud, ils partagèrent un repas, des rires et des souvenirs. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Michel, levant son verre. « Vous nous avez rendu notre fils, notre vie. » Léon secoua la tête. « Non, Michel. C'est vous qui m'avez rendu la mienne. Cette année m'a rappelé ce qui était vraiment important dans la vie. » Samuel prit la parole à son tour. « Cette expérience m'a aussi beaucoup appris. J'ai décidé de créer une fondation pour aider d'autres familles dans votre situation. » Alors qu'ils regardaient Étienne jouer sur la plage, Michel et Marie réalisèrent à quel point leur vie avait changé. Ils avaient traversé l'enfer, mais en étaient sortis plus forts, plus unis. Le lendemain, à l'aéroport de Sydney, les adieux furent émouvants. Promesse de rester en contact, invitation à venir en France, projet de future collaboration entre Samuel et les hôpitaux parisiens. Alors que l'avion décollait, ramenant la famille Lefort vers leur vie d'avant, Michel réalisa que rien ne serait plus jamais comme avant. Ils avaient vécu une aventure extraordinaire, fait face à l'adversité, et en étaient sortis transformés. Étienne, le visage collé au hublot, s'exclama soudain, « Regarde, papa. On dirait qu'on vole au-dessus des nuages. » Michel sourit, serrant la main de Marie. Oui, ils volaient au-dessus des nuages. Vers un nouveau départ, une nouvelle vie. Et quoi que l'avenir leur réserve, ils savaient maintenant qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle épreuve.